Bonsoir chez vous, très heureux de vous retrouver dans ce premier numéro de Entre des News de la semaine. Présidentielle 2025 vers un forcing des leaders politiques sous le coup d'une condamnation en Côte d'Ivoire que vaut la gauche ivoirienne rentre de serrer à 16 mois de la présidentielle dans le pays et cherté de la vie, conséquence de la dette ivoirienne. Voici autant de questions qui seront débattues ce soir en plateau. Pour en parler avec moi, Pulchérik Balé, consultante, présidente de l'organisation de la société civile Alternative citoyenne ivoirienne. Bonsoir. Bonsoir Sidi. Un second invité, Eric Bayala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et patron de presse, c'est ça? Tout à fait. Alors, vous aurez également droit à vos deux rubriques, le carton rouge dans laquelle nos consultants feront un coup de gueule sur des sujets d'actualité ou pas. Et puis, dans le chiffre du jour, un chiffre sera à l'honneur avec la vie de la nation ou l'actualité du moment. Sans plus tarder, place maintenant au premier sujet de ce soir de votre émission Entre des News. C'est bientôt la présidentielle en Côte d'Ivoire. À 16 mois, est-ce que nous sommes vers un forcing des leaders politiques qui sont sous le coup d'une condamnation? Bien avant d'entrer dans le vif même du sujet, Pulchérik Balé, devant ses militants, le 12 mai dernier, à Yamoussoukro, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, avait réaffirmé qu'il faudra compter sur lui lors de la présidentielle de 2025. Que faut-il entendre par ces propos? Bon, il est mieux placé pour répondre à la question, mais ce qu'on aimerait dire, c'est qu'il faut éviter l'exclusion. C'est l'exclusion qui a été le prétexte de la rébellion. Et pour toujours éviter l'exclusion, on se souvient qu'en 2010, le président Laurent Gbagbo a pris l'article 48 pour permettre que le président Ouattara soit candidat. Par ailleurs, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en septembre 2019, a donné deux arrêts. Un en faveur de la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et l'autre en faveur du président Soro Guillaume, pour qui la Cour demandait qu'on arrête, on arrête de le poursuivre et que lui aussi, on l'intègre sur la liste électorale. Donc, d'une façon globale, pas seulement pour Charles Blé Goudé, mais aussi pour les deux autres, il serait bien, au nom de la paix, qu'on permette que tous les leaders politiques qui le souhaitent soient sur la liste électorale. Je dis bien au nom de la paix. Voilà. Et donc, faire un forcing ne serait pas l'idéal parce qu'on sait très bien que ça pourrait causer des troubles, ce qu'on ferait mieux d'éviter. Mais quand tu dis qu'il faudra compter sur lui pour la présidentielle de 2025, qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela? Est-ce qu'il serait candidat? Bon, il ne s'est pas prononcé sur sa candidature. Nous, on est très mal placés pour y répondre. C'est lui qui sait. Mais je pense qu'ils souhaitent tous être candidats. Alors, M. Eric Bayala, il y a la question d'inéligibilité qui revient chaque fois. Et comment aujourd'hui l'État ivoirien, en tout cas s'organise pour permettre à ces leaders-là, Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, de pouvoir participer aux élections de 2025? Oui, je pense qu'à ce niveau-là, il faut déjà faire le distinguo entre la responsabilité de l'État et celle de l'institution qui organise les élections. Je pense que le contentieux qui oppose ce dont vous venez de parler avec le processus électoral ne relève pas forcément de la compétence de l'État, mais de l'institution qui est en charge d'organiser les élections. Il y a aussi la volonté de l'État. Oui, parce que il y a une chose. Le plus souvent, on a coutume de dire qu'il faut aller à la réconciliation, il faut aller à la paix, et pour le principe de paix, il faut que très souvent on arrive à galvauder certains principes de l'État pour permettre à tous ceux qui font acte de candidature de l'être. Mais vous savez que depuis la nuit des temps, même Dieu qui a fait le monde n'est pas arrivé à en faire l'unanimité. Donc c'est pour dire que quand il y a des dispositions institutionnelles, il y a des lois, il y a forcément certaines personnes qui tombent sur le coup de la loi. Et donc sur le principe de la paix ou bien de la réconciliation, on ne peut pas dire que tous ceux qui veulent être candidats doivent l'être. Alors, Pulchérik Balé, à vous entendre, on a comme l'impression que la réconciliation est pour vous un synonyme d'impunité et d'absence d'un état de droit. Mais nous sommes déjà dans l'impunité. Nous sommes déjà dans l'impunité parce que nous sommes des contemporains des crises que nous avons vécues. Et nous savons que
pendant les crises que nous avons vécues, particulièrement celle de 2010, il y a eu 2 camps qui se sont affrontés. On a jugé un camp, on n'a pas jugé l'autre camp. Quand on sait que là-bas aussi, il y a des gens à qui on a des choses à reprocher. Donc nous sommes déjà dans l'impunité, tant que la justice ne fera pas son travail jusqu'au bout. Maintenant, il ne s'agit pas de galvauder des principes. Il s'agit de respecter le droit. Je le disais tout à l'heure, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris 2 arrêts pour que et le président Gbagbo et le président Soro Guillaume puissent être inscrits sur la liste électorale. Le problème, c'est qu'on a affaire à des gouvernants qui appliquent seulement ce qui les arrange. Quand en mai 2011, Paul Yao Ndré, le président du Conseil constitutionnel, qui avait déjà investi le président Gbagbo le 4 décembre 2010, est venu le 11 mai 2011 investir le président Ouattara, il s'est exprimé en des termes très clairs. Il n'a pas parlé du droit ivoirien, hein. Il a dit, compte tenu des circonstances et compte tenu de ce que la communauté internationale a décidé, c'est par rapport à ça qu'il a investi pour une seconde fois, pour la même élection, un autre candidat. Mais c'est cette même communauté internationale, qui plus est une cour de justice, qui donne un arrêt qu'on devrait appliquer. Et pour ne pas appliquer tout ça, l'État de Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence à la Cour africaine. Mais le retrait de la déclaration de compétence ne vous donne pas le droit de ne pas appliquer les décisions qui étaient déjà prises, puisque ça prend effet 1 an après. Donc, il y a un manque de volonté d'appliquer même les lois. Ça, c'est un. La deuxième chose, le président de la CEI, là, sur certaines questions, il n'a pas de décision. C'est ce que la loi décide là. C'est ce que lui, il est censé appliquer. La CEI n'est pas une cour. On lui envoie la liste des personnes qui doivent être retirées de la liste électorale et puis elle s'exécute. Donc, si le politique, et un jour on a eu une réunion avec le président de la CEI, il a reconnu qu'au-delà des principes qui régissent leur institution, ils appliquent aussi des décisions politiques. Donc si le politique lui dit qu'il faut appliquer les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la CEI va appliquer. C'est le politique qui bloque. Alors, Eric Bayala, le politique bloque certaines décisions, le manque de volonté d'appliquer les lois. Voici autant de questions qui ont été soulevées par plus Eric Balé. Votre réaction? Bon, écoutez, moi je pense que la conviction personnelle qui anime Dat Balé réside dans... Ce n'est pas une conviction personnelle, je suis en train de parler de loi. Je suis en train de dire que quand elle a dit qu'il y a une volonté politique pour empêcher un certain nombre de fonctionnement de la CEI, c'est une conviction dont elle est convaincue et qu'elle vient extérioriser ça. Donc ça n'engage qu'elle. Ce que nous pouvons dire, nous disons ceci, pour dire que quand on parle de la Cour africaine des droits de l'homme, et elle a dit qu'en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire travaille sans qu'il n'y ait de loi qui régisse son fonctionnement. Avant d'aller donc de passer au stade de la Cour des droits, de la Cour africaine des droits de l'homme, bien entendu, il y a des règles et des lois qui régissent l'État de Côte d'Ivoire au niveau national. Au niveau national, je prends un exemple. Quand elle a parlé des crises que nous avons connues, elle a mis en lumière la crise de 2010. Mais avant d'aller en 2010, permettez-moi de mettre en émoi la crise toute récente de 2020 où il y a eu le CNT. Vous avez vu ce que ça a créé comme problème, ce que ça a créé comme, j'allais dire, deuil, ce que ça a créé comme tristesse pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Mais au nom donc du principe de paix, pendant que des véhicules sont en circulation, des individus abattent des arbres, des femmes sont interdites d'aller en maternité, elles meurent sur le chemin de la maternité où elles vont pouvoir leur donner vie. On a vu des crânes qui ont été transformés en des ballons. Au nom du principe de la réconciliation, on doit faire un tableau rasa sur tout ça et permettre à tous ces acteurs, tous ceux qui ont appelé ou bien qui ont soutenu à cette CNT-là, d'être candidats. Mais toutes les fois où l'État va être indulgent sur des questions de justice, mais justement, il n'aura pas
de paix. Parce que le principe de la paix réside dans notre capacité à en assurer la stabilité. Et quand on parle de stabilité, la dernière fois je le disais ici, c'est le principe du respect de deux notions fondamentales, le devoir et le droit. Pendant que vous réclamez vos droits vis-à-vis de l'État, vous aussi vous avez des devoirs vis-à-vis de cet État. Parce que si vous ne respectez pas vos devoirs, mais n'entendez pas moins que l'État vous rétrocède aussi vos droits. Et donc, dans le respect du principe donc, du droit, il faut permettre à chaque citoyen de respecter la loi. Parce que s'il n'y a pas de loi, il y a l'anarchie, on ne peut pas vivre en société. Donc, avant même d'évoquer les questions de on inscrit celui-là sur la liste électorale ou pas, est-ce que vous, ou bien elle, vous avez, ou bien moi-même en tant que citoyen ivoirien, est-ce que nous avons ce problème d'être inscrits sur la liste électorale? Non. Si ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, c'est parce qu'il y a un antécédent. Et cet antécédent-là est connu. La loi, elle est impersonnelle. Mais malheureusement, de par nos actes que nous menons mal en bon an, il peut se trouver que nous tombons sous le coup de la loi. Et donc, si nous voulons dire que nous voulons vivre dans un état de droit, nous devrons commencer par respecter les droits. Ce n'est pas parce que la loi ne m'arrange pas qu'elle est contre moi. Mais c'est parce que peut-être quelque part, j'ai eu à poser des actes et je me suis retrouvé à un rendez-vous où je tombe sur le coup de la loi. Et quand c'est comme ça, la loi doit s'appliquer. Parce que si l'État n'est pas rigoureux dans l'application des décisions de justice, mais bien évidemment, ça va faire Justement, un cas il école. Pas rigoureux. Ça va faire un cas école. Il n'applique que ce qui l'arrange. Non, mais c'est pas justement, c'est ça. Donc ça va faire un cas école. Revenons au cas Charles Blé Goudé. Toujours Yamoussoukro, le président du projet, sur la question. A dit, et je cite, Poucheri va répondre après, je reviendrai à vous. 2025 ne se passera pas sans nous. Ce n'est pas négociable. Alors, quel sens donnez-vous à cette citation de Charles Blé Goudé? Bon, c'est sa citation. On a l'impression de voir un forcing. Bon, c'est une impression que vous avez, c'est peut-être vrai, mais je veux dire que je ne peux pas juger de cela. Mais votre analyse personnelle? Bon, je pense que c'est une volonté, c'est l'expression d'une volonté de vouloir participer à ces élections. Maintenant, est-ce que c'est en tant que candidat? Il peut aussi soutenir un autre candidat quand il dit que ça ne se passera pas sans lui. Du coup, ce n'est pas forcément un forcing. Alors, Eric Bayala, réaction rapidement sur cette question. Oui, sur cette question, comme on dit, la politique, c'est la seule chose qui renferme beaucoup de notions transversales. Soit vous la faites, ou bien elle vous fait. Et donc, quand le président du COJEP, M. Charles Blé Goudé, dit que les élections de 2025 ne se feront pas sans lui, je ne vais pas m'hasarder à commenter parce que je ne sais pas ce qu'il animait. Mais une chose, en tant qu'acteur politique, il peut appeler à soutenir un candidat. Et ça aussi, c'est une manière de dire que les élections ne se feront pas sans lui. Il peut également peut-être lancer un mot d'ordre pour pouvoir apporter son soutien, bien évidemment, ou bien demander à ses partisans d'avoir un comportement républicain en sensibilisant peut-être autour de lui pour que les élections, on a des élections apaisées. C'est aussi participer au processus électoral. Et donc, ne voyez pas forcément la notion de forcing ou pas, parce que je ne pense pas que ça soit ça. Tout récemment, lorsque M. Charles Blé Goudé a eu son passeport et qu'il est revenu au pays, il a dit clairement qu'il venait se mettre à la disposition du pays pour participer à la réconciliation nationale. Et lorsqu'il y a eu la guerre entre ses anciens amis, entre griffes du PPACI et lui-même, il a dit qu'il fait partie de ceux qui sont sur le coup de la loi dont le nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Mais je ne vois pas Charles Blé Goudé tenir le même discours que certains du PPACI du fait qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Bien au contraire, il a eu une attitude républicaine et donc fort de cela, je ne pense pas que ce serait un forcing pour lui, mais c'est pour être un maillon essentiel dans une organisation apaisée des élections. Alors, Charles Blé Goudé reste sous le coup d'une condamnation en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale 2010-2011. Cette peine n'a pas été exécutée depuis son retour en 2022. Il n'a ni été gracié ni amnistié par le président Alassane Ouattara et reste ainsi radié des listes électorales. À 16 mois de la présidentielle, au nom d'une réconciliation et d'une élection plus ouverte, faut-il déplorer la situation de Charles Blé Goudé et puis Chéric Balé? Oui, je pense qu'il faut la déplorer pour la simple raison que il y a eu plusieurs acteurs majeurs de la crise post-électorale qui ont été amnistiés ou graciés. Donc, pourquoi lui
n'est pas dans l'un ou l'autre de ces cas. Guillaume Soro. Il y a eu le président Bédié, j'ai dit Bédié, excusez-moi, le président Gbagbo, bien qu'ayant été acquitté, il a été gracié. C'est ça. Son épouse a été amnistiée. Dogbo Blé, le général Dogbo Blé, enfin, plusieurs acteurs majeurs ont été graciés ou amnistiés. Donc pour moi, si Charles Blé Goudé est toujours sous le coup de cette loi, il y a une injustice quelque part à son endroit. Parce qu'il n'a pas fait pire que tous ceux qui ont été graciés ou amnistiés. Alors Eric Bayala, puis Eric Balé parle d'une injustice envers certains leaders politiques. Bon, je pense que en Côte d'Ivoire, les dossiers qui ont emmené, sinon qui ont incriminé tous ces acteurs politiques, ces dossiers ne sont pas liés. Je pense que chaque mise en cause a son dossier. Et l'instruction de chaque dossier a révélé, souvent comporte des dispositions qui envoient donc la justice à pouvoir se prononcer ou à faire des propositions aux politiques. Et donc, si certains ont bénéficié d'une amnistie ou bien d'une grâce présidentielle, je me réjouis que Mme Balé fait déjà cas. C'est pour dire que l'État, sinon le président de la République, est soucieux donc de la question de la réconciliation et il a commencé à poser donc des actes. Vous l'avez dit, nous sommes à 16 mois des élections présidentielles. En même temps, en 16 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Et donc, il ne faut pas déjà mettre la charrue avant les bœufs. Il y a des actes forts et majeurs qui ont été posés par le président de la République pour donner un signal fort à la réconciliation. Ce que nous pouvons souhaiter, c'est que la chaîne qui a contribué donc à poser ces actes-là ne soit pas rompue, mais que les uns et les autres sachent que les dossiers sont étudiés au cas par cas. Et l'État a certainement des informations où l'instruction de chaque dossier dispose de certaines notions que nous, grand public, nous ne savons pas. Et donc, lançons les choses, suivent leur cours et qui sait. Alors, le 10 mai dernier, l'ancien président Laurent Gbagbo a lui aussi été en tout cas choisi par son parti et investi en tant que candidat du PPACI à la prochaine présidentielle, bien qu'étant en tout cas absent sur la liste électorale et sachant bien sûr qu'il est pour l'instant inéligible pour cette élection. Pourquoi vouloir forcer quand on sait qu'on n'est pas éligible? Moi, je pense que c'est par rapport au fait que chacun a quelque chose à son programme pour le pays. Et comme je le disais, il y a des actes qui ont déjà fait jurisprudence qui montrent que dans un souci d'apaisement, on devrait pouvoir les laisser se présenter. Mais est-ce qu'on mesure les conséquences? Ce n'est pas une affaire de si conséquences. Jamais la candidature n'est pas retenue. C'était qu'il y a des arrêts de justice qui ont été pris pour qu'ils soient réintégrés sur la liste électorale. Moi, à mon avis, c'est une façon pour eux de demander que la loi s'applique. Si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé qu'ils soient réintégrés sur la liste, pourquoi on ne le fait pas? C'est ça. Donc, ils exigent d'être sur cette liste parce qu'ils y ont droit par rapport à cet arrêt qui devrait s'appliquer. Du coup, moi, je pense que ce n'est pas forcément des personnes qui cherchent à causer des troubles. Ils cherchent juste à entrer dans leurs droits. Et si l'État de Côte d'Ivoire est juste, et si l'État de Côte d'Ivoire est soucieux de l'application des décisions de justice, ça ne devrait même pas être un problème. On ne devrait même pas en parler en ce moment. Alors, Eric Bayala, dernière question pour terminer cette partie. Pourrait-il avoir des conséquences si jamais la candidature de Laurent Gbagbo est rejetée en 2025, si nous sommes dans les mêmes en tout cas, conditions que maintenant, pas encore amnistiés? Bon, le problème, c'est qu'on ne va pas arriver en 2025. Est-ce que le constat que nous faisons, pour être candidat, il faut être inscrit sur la liste électorale? Est-ce que monsieur le président Laurent Gbagbo l'est? Non. Et donc, de ce point de vue-là, dès l'instant où il n'est pas encore inscrit sur la liste électorale, il ne peut pas prétendre dire qu'il est candidat aux élections de 2025. Il dit pourtant qu'il est candidat. Justement, mais vous savez que, par exemple, quand vous arrivez autour d'une cabine téléphonique, tous ceux qui y sont, chacun vient pour passer un appel ou bien pour souscrire un forfait Internet. Et chacun le fait en fonction de ses moyens. S'il estime qu'il est candidat, on ne lui en voudra pas. Ça ne reste qu'une décision de son parti politique. Mais pour l'heure, ça ne met personne, à part que son parti politique estime qu'ils vont faire de lui leur candidat. Mais c'est là qu'il y a des choses à déplorer. Parce que nous avons vu le cas au Sénégal entre Diomaye Faye et Bassirou,
ou l'un ayant des soucis avec la justice, a passé la main à son jeune frère. Diomaye Faye et Sonko. Voilà, et Sonko, pardon. Et donc, quand vous voyez qu'au niveau donc, du PPACI, le président Laurent Gbagbo, non seulement au vu de la loi jusqu'à l'heure actuelle où nous parlons, n'est pas encore éligible et continue de faire un faux signe, pour moi, ce serait mieux de passer à un plan B et de passer la main. Parce que la notion de « après moi, le déluge », ça a été des concepts que nous avons, dont le monde a été témoin à la lumière, sinon à la lisière des années du multipartisme, où il y a eu des vents de folie contestataires qui ont donc donné naissance à plusieurs actes, malheureusement, dont nous payons encore les conséquences. Et je pense qu'il est grand temps pour tous ces acteurs-là de tirer un trait, de faire le point et de pouvoir trouver la porte de sortie en faisant la promotion de nouveaux visages au sein de leur appareil politique. Bien que vaut la gauche ivoirienne en rang desserré à 16 mois de la présidentielle, c'est le deuxième sujet que nous abordons maintenant dans la deuxième partie de cette émission. Bien avant de poursuivre, je vous propose cet élément de la rédaction par Ismaël Traoré. Le porte-parole du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, Koné Katinan, a annoncé ouvertement la rupture entre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Ils sont désormais adversaires et auront sûrement à s'affronter sur le terrain politique. Cette déclaration a été faite en présence de la presse le 23 juin 2022. Cette rupture n'est pas la première opérée par l'ex-dirigeant ivoirien depuis son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Il y a eu d'abord les liens rompus avec Afin Guessan, son ancien Premier ministre et président du Fonds populaire ivoirien, FPI. Quelques mois plus tard, son épouse, Dr Simone Eivet. Cet autre départ pourrait-il fragiliser l'ancien président ivoirien pour atteindre ses nouveaux objectifs politiques? Autrement dit, fait-il le poids sans Blé Goudé, Simone et Afin Guessan? Bon, il faut dire par là que nous savons ici, celui qui détient la gauche, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est lui que le mentor de Madame Simone Gbagbo, que de M. Blé Goudé, c'est Gbagbo. Donc, si tout le monde, même s'ils ont créé les partis, disons que ces partis-là, c'est comme les sous-partis du parti de Gbagbo. Gbagbo est le mentor. Donc, bon, Gbagbo fait toujours le poids, il fait l'unanimité. C'est grâce à Gbagbo que tous sont là. Ils savent, même leurs partisans qui se lèvent, c'est les mêmes partisans de Laurent Gbagbo. Donc je ne vois pas que Gbagbo ne puisse pas faire un poids. Gbagbo a toujours fait un poids, il a toujours fait l'unanimité, il a toujours fait la majorité. Chacun a sa chance. Lui, il a ses partisans. Avant le parti, il a ses partisans. Blé Goudé aussi a ses partisans. Mais Laurent Gbagbo aussi a ses chances, a ses potentialités pour pouvoir remporter. Pourquoi pas? Il peut faire peur à ses adversaires, puisqu'il a encore des partisans, oui, auprès de lui, derrière lui. Il a des jeunes dans son parti. Blé Goudé n'est pas le seul jeune qui était proche de Gbagbo. Il a encore des jeunes auprès de lui. Il a un poids. Blé Goudé a aussi un poids. Charles Blé Goudé, Afin Guessan et Simone Eivet font-ils encore un réel poids politique pour déséquilibrer les forces de Laurent Gbagbo? Voilà, nous sommes de retour en plateau. Vous suivez votre émission Entre des News. C'est tous les jours du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV et rediffusion le lendemain à partir de 10h18 sur nos différents canaux, la TV d'Orange, la TV de MTN, notre site internet www.reflet.tv ou sur le bouquet Canal+, le numéro 208. Peu chéri Balé, quand on parle de la gauche ivoirienne, pourquoi a-t-on toujours tendance à oublier à certains partis aujourd'hui, tels que le Front populaire ivoirien, le COGEP, et on fait que référence au PPACI? Ah ouais? Là, vous m'informez. Sinon, à ma connaissance, ils sont tous de la gauche. Oui, mais on fait référence généralement au PPACI en tant que vrai parti de la gauche. Pourquoi? Non, moi, je ne saurais pas vous répondre. Pour ceux, enfin, c'est ceux qui pensent ça qui devraient vous répondre. Sinon, tous ces partis que vous citez là sont tirés de la même base. Ils étaient tous FPI et puis après, ils sont devenus PPACI, COGEP, MGC et tout ça. FPI même encore. Donc, moi, je pense que c'est une mauvaise appréciation que de penser que la gauche se résume au PPACI. Alors, la gauche ne se résume pas au PPACI pour plus chéri Balé.
Est-ce qu'on peut dire également que la gauche est aujourd'hui à l'image du Front populaire ivoirien, c'est-à-dire, comme le disent les Ivoiriens, les Ivoiriens, une enveloppe en tout cas vide? Non, mais la gauche ivoirienne comme une enveloppe vide. C'est-à-dire qu'elle ne pèse pas. Ah oui. Je pense que si on a dit qu'elle ne pèse pas, je ne pense pas que ce soit faux. Parce que le seul baromètre qui nous permet de juger du poids d'un parti politique, ce sont les élections. Et les dernières élections locales ont convoqué tous ces partis politiques, à l'exception peut-être du COJEP qui n'a pas fait acte de candidature. Sinon, hormis le COJEP, tous les autres partis politiques de l'opposition y sont allés et nous connaissons le résultat. Alors, puis Chéric Balé, réaction? Je ris parce que je pense que les bases sur lesquelles M. Bayala estime que la gauche ne pèse pas sont fausses. Parce qu'il faut d'abord juger de la crédibilité du système électoral. Alors que nous savons tous qu'on n'a pas encore eu d'élections transparentes véritablement dans ce pays, tout simplement parce que les organes qui organisent et qui arbitrent les élections ne sont pas crédibles. Tout simplement parce que le découpage électoral lui-même a un problème. Tout simplement parce que la liste électorale elle-même n'est pas fiable. Il y a tellement de problèmes dans le système électoral que nous saurons le poids réel de chaque parti lorsque on aura un système électoral transparent et crédible. Du coup, pour moi, les derniers résultats ne sont pas un indicateur du poids des uns et des autres. Il serait bien qu'on crée les conditions, justement, pour revenir encore au premier sujet, il serait bien qu'on crée les conditions pour que tout le monde se présente, mais dans un système électoral assaini. Parce qu'aujourd'hui, la CEI, dans sa composition comme dans son fonctionnement, pose problème. Le Conseil constitutionnel, là même, c'est pire. Et donc, aujourd'hui, les résultats des élections ne reflètent pas la réalité. C'est d'ailleurs pour cela que les citoyens n'ayant plus confiance en ce système électoral ne votent pratiquement plus. Il n'y a qu'à voir les taux d'abstention pendant les élections. En 2001, on a eu 46%. En 2020 plutôt, on a eu 46%. En 2021, on a eu 62% et en 2023, 63%. Pour dire que tellement le système n'est pas transparent et crédible, les gens ne participent même plus aux élections. Donc, moi je pense que pour juger du poids réel des uns et des autres, il est important de créer les conditions pour assainir le système électoral, pour permettre à tout le monde de se présenter. Alors, on verra bien qui pèse et qui ne pèse pas. Alors, Eric Bayala, pour plus Chéric Balé, ne pas se baser, se focaliser sur les résultats des récentes élections pour dire que la gauche ivoirienne ne pèse plus rien. Bon, comme je le dis, hein, c'est le ressenti de Mme Balé que je respecte. Ce n'est pas une question de ressenti. Ce que je veux dire, tout à l'heure, elle a évoqué des chiffres sur le taux d'abstention. Et je pense que le taux d'abstention qu'elle a évoqué tout à l'heure, sur ces différents taux, je pense qu'elle tient de la CEI. Et donc, si elle peut s'appuyer sur des taux que la CEI a donnés pour argumenter le fait que les Ivoiriens ne participent pas, vous ne voyez pas qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, là où c'est bon pour elle, la CEI a bien fait son travail en disant qu'il y a eu un taux d'abstention. C'est même pas évident qu'ils soient justes. Hein. Ils sont juste officiels, donc on les prend comme tels. Ben justement, sinon, donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément crédibles. S'ils sont officiels, c'est que les résultats officiels montrent également que tous les partis politiques qui ont participé à ces élections, on connaît leurs résultats. Et ça, c'est de façon officielle. Et je voudrais lui emprunter même cette expression officielle parce que les considérations qu'on va nourrir autour de la compétence ou bien autour même de la question de la légitimité de la CEI, ce sont vraiment de vaines supputations. Pour l'heure, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'à part la CEI, il y a un organe qui organise les élections? Non. Est-ce que la CEI a habilité à le faire? Oui. Est-ce que tous les partis politiques qui ont participé à ces élections ont déposé leur candidature à la CEI? Oui, effectivement, ils ont déposé leur candidature à la CEI. Ça a été validé. Ils sont allés en élection. Ils sont allés en campagne. Les résultats ont été prononcés. Il y a eu certains endroits où ils ont eu des recours, où des candidats d'autres partis leurs recours ont été rejetés au profit de l'opposition. Mais quand ça les arrange, la CEI est correcte.
Mais quand ça ne l'arrange pas, il faut revoir la CEI. Et à la CEI, tous les partis politiques sont représentés. Tous les partis politiques, à l'heure où nous parlons, sont représentés à la CEI. Il y a eu une recomposition de la, comment on appelle ça, des partis de la CEI qui a pris en compte les partis de l'opposition. Et que l'opposition juge inéquitable. Voilà. Mais justement, en quoi est-ce que, quand vous parlez, comment on appelle ça, d'équilibre... Il y a 200 partis en Côte d'Ivoire, il dit que tous les partis sont représentés. Non, les 200 partis, si je vous demande de les citer, vous ne saurez pas les citer. Parce que vous pouvez les citer? Non, justement parce que moi, je ne vous dirai pas que... vous avez dit tous les partis. Oui, les partis significatifs. Tous les partis significatifs sont à la CEI. Tout à l'heure, dans vos propos introductifs, vous avez dit quand on parle de gauche ivoirienne, on parle de PPACI. Quand bien même que le COGEP, MGC, tout ça existe, mais pourquoi vous avez évoqué la notion du PPACI? Parce qu'on travaille avec les partis significatifs et pour l'heure, à cause du charisme certainement du président du PPACI, on croirait que les autres partis n'existent pas, pourtant ils sont bel et bien de la gauche. Et donc au niveau de la CEI, tous ces partis significatifs, sinon pour le moins d'entre eux, ont leurs représentants au sein de la CEI. On parle d'équilibre, mais le corps humain lui-même n'est pas équilibré. Voilà, donc aucune œuvre sur cette terre ne peut fonctionner avec ce qu'on appelle un équilibre. Mais mieux, lorsque la CEI a été composée, on avait fait appel aux partis politiques, au lieu de venir, pour certains d'entre eux, ils ont boudé, ils ne sont pas venus. La CEI s'est constituée parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a un état d'humeur que l'État de Côte d'Ivoire va arrêter de fonctionner. Mais dans un principe de réconciliation et de paix, les autorités ont admis que la CEI soit repensée en prenant en compte, bien évidemment, la présence de certains représentants de ces partis. Ce qui a été fait. Et donc, juste que vous voulez qu'on nous dise clairement qu'on confie les élections à l'opposition pour que chacun puisse y tirer son compte. Or, je pense que ça ne sera pas fait pour demain. Alors, 2 communes sur 201 et aucune région sur 31, c'est le maigre score obtenu par le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire PPACI, de Laurent Gbagbo après la publication des résultats des municipales couplées régionales de 2023. Alors, prochaine question, est-ce que nous sommes bien partis pour le retour de la gauche ivoirienne aux affaires en 2025 avec ces chiffres? Je reviens sur ce que j'avais dit. On n'a jamais dit, en tout cas moi, je n'ai jamais dit qu'il y a des choses que la CEI fait qui ont été bien faites. À ma connaissance, il n'y en a même pas. Donc, il ne faut pas qu'on dise ce que je n'ai pas dit. Par rapport à ces résultats-là, je reviens sur ce que j'ai dit. Pour nous, la CEI n'étant pas crédible, parce que déséquilibrée, il y a une organisation de la société civile qui s'appelle l'APDH qui, en 2014, a introduit une requête justement pour la réforme de la CEI. Et le 18 novembre 2016, cette organisation a obtenu un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de faire la réforme de la CEI. Finalement, on n'a pas assisté à une réforme, mais à une recomposition. Nous, on avait demandé que les politiques même soient retirés carrément de la CEI, parce que quand les politiques sont dans la CEI, au lieu d'être objectifs, chacun vient pour servir les intérêts de son parti. C'est comme ça qu'on assiste à ces feuilles qu'on déchire, puisque chacun veut tirer les choses de son côté. Donc, cette CEI-là, tant qu'elle aura en son sein des politiques qui sont juges et partis, elle ne sera jamais crédible. Alors donc nous sommes mal partis pour le retour de la gauche donc, aux affaires en 2025. En tout cas, si on conserve cette CEI, la réponse est oui. Alors l'ancien président Laurent Gbagbo est le candidat du PPACI, nous l'avons dit à l'entame de cette émission. Le 10 mai dernier, nous avons tous suivi son discours. Les 10 piliers de la Renaissance pourront-ils jouer en faveur de Laurent Gbagbo en 2025? D'abord, je pense que, permettez que je rebondisse sur ce que Mme Balé a dit. Plus rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, la CEI organise les élections, mais la CEI ne vote pas pour les Ivoiriens. Et donc, sur un potentiel... Elle gère les votes et elle gère mal les votes. C'est de ça qu'on parle. Je pense qu'une chose est sûre. Tous les partis politiques font ce qu'on appelle l'offre politique, alors qu'on appelle ça aux électeurs. Et donc, je m'insurge qu'on puisse penser que les Ivoiriens ne sont pas suffisamment matures pour savoir choisir ce qui est bon pour eux. Et donc, quelle que soit la composition de la CEI, quels que soient ceux qui y sont, ça dépend de ce que les partis politiques offrent comme offre politique aux Ivoiriens. C'est d'abord dans un premier temps. Parce que s'il y a une adhésion massive de l'électorat sur le programme de société et de gouvernance d'un parti politique et que cela s'est fait ressentir véritablement dans les urnes, je ne vois pas comment
la CEI pourra ne pas communiquer ces chiffres. Alors, maintenant, les 10 piliers de la Renaissance... Maintenant, en ce qui concerne les 10 piliers de la Renaissance, je pense que, pour ce que nous savons, Mme Gbali l'a dit, nous sommes tous des contemporains de notre politique. Tous les grands partis politiques, sinon pour la plupart, qui sont actuellement en lumière, notamment le PDCI, le PPACI et le RHDP. Le RHDP vient de succéder à la gouvernance du PPACI, sinon du Front populaire ivoirien. Pour dire quoi? Que tous ces partis politiques ont eu à gérer la Côte d'Ivoire à un moment donné. Donc les Ivoiriens ont pu voir tous les acteurs politiques aujourd'hui à l'œuvre. Et quand vous prenez la gouvernance depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny, de 1993 jusqu'en 2010, avec le passage de tous ceux qui sont venus avec le président Alassane Ouattara, tout le monde le sait. De 2011 à nos jours, quand on regarde la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, où tout le monde s'en vante, on le sait également. Donc les 10 piliers de la Renaissance, pour moi, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire un nouvel habit avec un vieux tissu. Et les 10 piliers de la Renaissance dont vous évoquez, j'ai eu la peine de les parcourir, je n'en ai pas été séduit. Parce que je n'ai vu, j'allais dire, aucune offre nouvelle qui puisse amener à une adhésion à ce programme. Voilà. Alors, Péchéric Gbali, aujourd'hui, nous avons une gauche ivoirienne qui n'est pas assez unifiée, est-ce qu'aujourd'hui elle sera dynamique pour pouvoir en tout cas renvoyer ce positionnement, la gauche au pouvoir en 2025? Bon, je ne sais pas les relations qui existent entre ces différents partis, mais tout le monde sait que l'union fait la force. Entre les leaders? Oui, je veux dire, vous savez... Charles Blé Goudé n'est pas encore reçu par le président Laurent Gbagbo. On connaît également la situation entre Laurent Gbagbo et l'ex-première dame Simone Gbagbo. Est-ce que c'est favorable pour la gauche ivoirienne aujourd'hui? On ne sait pas ce qui va se passer à l'approche des élections. Actuellement, nous sommes dans une phase préélectorale et c'est vrai qu'il y a des problèmes entre certains leaders de la gauche, mais on ne sait pas à l'approche des élections s'ils vont se mettre ensemble ou pas. Mais est-ce que présentement, ça fragilise la gauche? Bon, la contradiction n'est pas forcément source de fragilité. Ça permet aussi aux uns et aux autres de s'affirmer, de se renforcer d'une certaine manière. Mais ce qui est important, et je le répète, c'est qu'on assainisse le système électoral. Parce que nous, là, on est société civile. Que la gauche se mette ensemble ou pas, c'est eux qui en décident. C'est eux qui en décident. Mais au final, est-ce que nous, en tant que peuple, notre choix sera respecté? Parce que comme l'a dit M. Bayala tout à l'heure, on a heureusement vu chaque grand parti déjà dirigé. Donc chacun a son opinion de ce qu'il pense de l'ancien FPI, du PDCI et aujourd'hui du RHDP. Mais est-ce que finalement, à partir de l'analyse que nous, les citoyens, nous faisons, le choix que nous allons faire sera respecté. Nous, c'est ça qui est notre souci. Que la gauche se mette ensemble ou pas, que le président Ouattara fasse un 4e mandat ou pas, ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que nous, citoyens, le choix que nous allons faire va être respecté? Pour que cela soit respecté, il faut que les organes qui organisent et qui habitent les élections soient crédibles. Et c'est à ce niveau-là que nous, notre souci se situe. Sinon, à l'approche des élections, on a tout vu ici. Hein. On a déjà vu le FPI d'avant se mettre avec le RDR. On a vu le PDCI se mettre avec le RDR. Aujourd'hui, c'est le PPACI qui est on va dire en alliance avec le PDCI. Donc, à l'approche des élections, tout est possible. Alors, Eric Bayala, est-ce que la gauche, pour vous, est fragilisée avec un Afin Guessan, Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo qui ne sont pas aujourd'hui dans le même parti qu'hier? Oui, mais tous les noms que vous venez d'évoquer sont des personnalités des mêmes partis politiques. Ils ont tous appartenu à l'exception de Charles Blé Goudé, mais qui était un mouvement qui soutenait le Front populaire ivoirien. Ils étaient sous la coupe et le leadership de M. Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui s'est passé et chacun allait de son côté. Donc le fait qu'il y a eu cette explosion au niveau du Front populaire ivoirien qui a donné donc des micro-partis qui composent la gauche ivoirienne, bien évidemment, on n'a pas besoin de faire avade pour le dire,
ça constitue un véritable problème. Parce que les uns ne sont pas prêts à laisser leur parti politique pour retourner, si vous voulez, sous le leadership de chacun d'entre eux. Le président Pascal Affi-N'Guessan, pour rien au monde, nous laissera le Front populaire ivoirien pour aller au PPACI. Encore moins Simone Gbagbo. On peut en dire encore plus pour Charles Blé Goudé. Donc, chacun a un morceau et chacun tente de se faire une place au soleil. Alors, alliance PPACI, PDCI, RDA, qu'en dites-vous? Oui. Un parti de gauche et un parti de... Mais justement, il y a un problème. Parce que, est-ce qu'ils ont la même vision? Est-ce que ça sera un mariage d'amour ou un mariage de raison? Et qui va se laisser la place au profit de qui? Et donc, justement, je n'y crois pas. Ça ne serait peut-être un arrangement de façade, mais sur les questions profondes, je ne pense pas qu'ils puissent s'accorder. Alors, plus Chéric Balé, dernière question pour terminer cette partie. Sur qui Laurent Gbagbo pourrait-il compter pour le retour de la gauche ivoirienne aux affaires si sa candidature est rejetée parce qu'il n'est pas éligible en 2025? Ça, c'est lui qui peut le dire. Je ne saurais répondre à sa place parce que tout dépend. Comme je le disais tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, on a tout vu. Et il y a des décisions qui ne se prennent pas forcément parce que les gens sont idéologiquement ensemble ou pas. Donc, franchement, je ne saurais répondre à cette question. Mais quand vous regardez, selon vos analyses personnelles, dans le PPACI, y a-t-il des personnalités qui pourront, en tout cas, porter le parti à cette présidentielle? Bon, moi, je verrais le ministre Awa Domelo parce que il a, à mon avis, le coffre qu'il faut pour être un bon dauphin, parce qu'il a, au niveau international, il a ses relations. Lui-même, il est suffisamment calé, je veux dire, techniquement. Et donc, il a dirigé le BNET, il a été ministre, il a eu une carrière internationale assez florissante en ce moment. Donc, pour moi, si le président Laurent Gbagbo devait, par exemple, passer le témoin à quelqu'un, bon, moi, je pencherais pour le ministre Awa Domelo. C'était la dernière question, mais Eric Bayala, vous allez également réagir sur cette question. Y a-t-il des personnalités au sein du PPACI qui pourront porter le parti en 2025? Non, au PPACI, justement, le problème pour nous autres qui observons de loin, c'est que tous ceux qui animent le PPACI avec le président Gbagbo, c'est tous des personnalités qui ont grandi dans l'ombre du président Laurent Gbagbo. Aucune personnalité d'entre elles ne s'est révélée par elle-même. Aucune personnalité du PPACI n'a une équation personnelle qui a mis en soulevé, qui a suffisamment montré ses capacités à pouvoir s'affirmer. Ils ne sont donc pas préparés. Donc aujourd'hui, tous les discours que vous entendez de ces personnalités, c'est le président Gbagbo dit, le président Gbagbo dit. Aucune initiative personnelle pour pouvoir s'affirmer parce que l'ombre du président Laurent Gbagbo est une ombre qui est très forte. Et donc, ça ne permet pas l'éclosion de nouvelles compétences. Et donc, pour l'heure, je pense qu'il va falloir au président Laurent Gbagbo lui-même de pouvoir peut-être faire un casting en fonction de ses convictions pour pouvoir peut-être mettre au premier plan un de ses lieutenants. Sinon, Prix de Go, comme ça, dit que quand je regarde dans l'arène, sinon de tous ceux qui travaillent pour le compte du PPACI, quelqu'un peut vraiment, véritablement s'émerger. Excusez-moi du peu, mais franchement, pour moi, ça reste encore une utopie. Alors, c'était le deuxième sujet de cette émission que vaut la gauche ivoirienne en rang desserré à 16 mois de la présidentielle. Nous sommes maintenant dans la troisième partie de cette émission, mais bien avant de poursuivre, on revient juste après cette réclame publicitaire. Voilà, nous sommes de retour en plateau. Troisième sujet du jour, cherté de la vie, conséquences de la dette ivoirienne. Voici la question qui sera débattue en plateau tout à l'heure. Plus Chéric Balé, l'État ivoirien fait-il bien de s'endetter en vue de développer le pays? La dette fait partie des moyens de financement de l'économie. Donc, ce n'est pas mauvais de s'endetter pour développer le pays. Le problème, c'est comment on gère cette dette. C'est ça le vrai problème. Est-ce que ce pourquoi on s'est endetté, c'est ce qu'on réalise? C'est là le véritable problème. Alors, Eric Bayala, l'inflation pour l'ancien ministre Awa Domelo, ministre Laurent Gbagbo, représentant de l'Afrique de la nouvelle Banque de développement. Et je cite, l'énorme dette de 21 498 milliards de francs CFA n'a pu créer de richesse pour amortir la dette.
Est-ce que vous partagez cet avis? Pendant que vous étiez en train de poser la question, je suis à me demander à quoi il fait allusion véritablement. Est-ce qu'on endette le pays pour pouvoir juguler, qu'on appelle ça, c'est un principe même, si vous voulez, économique, hein. C'est-à-dire, on trouve des moyens extérieurs pour financer notre économie, pour faire des investissements en vue de créer de la richesse. Et cette richesse qu'on crée à partir des investissements obtenus de la dette nous permet donc à temps et à terme de rembourser bien évidemment la dette contractée. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes d'une bonne disposition en termes de la dette au niveau de la Côte d'Ivoire? Bien évidemment, je ne vois pas un organisme au-dessus, sinon mieux indiqué que le Fonds monétaire international qui dit que la dette ivoirienne est viable. Et donc c'est pour dire que les coûts sont maîtrisés. Et pour l'heure, nous avons donc des données palpables qui montrent que la dette a servi et continue de servir les investissements à travers tout ce que nous voyons comme infrastructure, comme investissement pour pouvoir donc booster l'économie et surtout pouvoir participer au mieux-être des Ivoiriens. Alors, plus Chéric Balé, est-ce qu'on peut dissocier la question de la dette de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire? Non, malheureusement. Pourquoi? Bon, tout simplement parce que la dette qui est contractée par l'État est remboursée par les Ivoiriens à travers ce que génère cette dette, si elle a été investie pour créer des richesses à travers nos impôts, à travers nos taxes. Donc, quand la dette est mal gérée, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème, ce n'est pas de s'endetter, c'est l'utilisation qu'on fait de cette dette et la façon dont on gère cette dette. Donc, si l'État de Côte d'Ivoire s'endette et qu'il n'arrive pas à rembourser, on a même vu des dettes qu'on a prises pour rembourser d'autres dettes. Et donc, quand la dette est mal gérée, l'État doit trouver les ressources pour pouvoir rembourser quand même cette dette. Et ces ressources-là, l'État les tire des taxes et des impôts. Du coup, ces taxes et ces impôts-là, ce sont les contribuables qui payent. Ce sont les citoyens qui payent. Ce sont les entreprises qui payent. Et donc, quand ces taxes et ces impôts augmentent, cela se répercute sur le coût des produits et des services. Et donc, sur le coût de la vie. Donc, pour vous, donc on ne peut pas dissocier, on ne peut pas nier qu'il y a un fort impact de la dette sur le coût de la vie. Qui devrait donc payer cette dette? Non. Normalement, quand on prend la dette, il y a une partie qui devrait être investie de sorte à créer des richesses et ce sont les revenus qui devraient financer le remboursement de la dette. Mais quand c'est mal géré, forcément, il faut que l'État trouve les moyens quelque part. C'est ainsi qu'ils sont obligés d'augmenter les taxes, d'augmenter les impôts et ça se répercute sur le coût de la vie. Maintenant, la dette n'est pas la seule cause de la cherté de la vie. Par rapport à la dette, il est important de préciser aussi que malheureusement, notre économie est financée en majeure partie par des non-nationaux. Vous avez par exemple 98% de nos industries qui sont des industries françaises. Vous avez des secteurs entiers de l'économie qui sont tenus par des non-nationaux. Par exemple, le secteur de la distribution, en général, c'est les Libanais. Le secteur du bois, les Nigériens, ainsi de suite. Du coup, les revenus qui sont générés par toutes ces activités-là sont comptabilisés dans le calcul du PIB. Et on dit le pays se porte bien, la croissance est à 7%, voilà le PIB, et ainsi de suite. Mais cela ne se constate pas dans le quotidien des populations. Tout simplement parce que tous ces entrepreneurs qui en réalité animent notre économie et qui ne sont pas des non-nationaux rapatrient ce qu'ils gagnent chez eux. Ils ne sont pas des nationaux. La plupart, malheureusement. Ils rapatrient ce qu'ils gagnent chez eux. Donc, du coup, ça ne profite même pas aux Ivoiriens. Ça, c'est par rapport à ce facteur selon lequel
la majorité des entreprises et des investisseurs sont des non-nationaux. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui sont liés à la mauvaise gouvernance qu'il faut relever. En 1991, quand le président Ouattara était encore Premier ministre, il y a une loi sur la concurrence qui a été votée, et à juste titre, puisqu'on est censé être dans une économie libérale. Quand on a voté cette loi-là, on ne devrait plus constater de monopole dans ce pays. Et pourtant, on a le monopole de la CIE, on a le monopole de la SODECI, on a même un monopole pratiquement au niveau des pompes funèbres. En 2017, on se plaignait du fait que des agences d'IVOCEP soient installées dans les hôpitaux publics et qu'on oblige les citoyens à traiter avec ces agences-là. Alors que IVOCEP est une entreprise privée. Ce n'est pas une entreprise de l'État. Elle fait quoi dans les hôpitaux publics? Et elle est 3 fois plus chère que les entreprises de pompes funèbres qui existaient. Et par rapport à cette décision d'imposer IVOCEP dans nos hôpitaux publics, il y a 211 entreprises de pompes funèbres qui ont été sur le carreau, qui ne fonctionnent plus. Nous n'allons pas citer toutes ces entreprises, mais vous avez parlé du PIB. Éric Bayala, le PIB ivoirien a été multiplié par 2 sous le président Ouattara. C'est à son actif, bien sûr, mais ce n'est pas un indicateur qui montre comment les richesses sont partagées en Côte d'Ivoire. Oui, parlant de partage de richesses, on peut tout reprocher au président Alassane Ouattara, mais on ne peut pas lui reprocher sa clairvoyance dans la redistribution des richesses. Nous avons pour preuve, tout récemment, les différentes augmentations qui ont été opérées dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Mais il n'y a pas meilleure manière de redistribuer la richesse que d'abord s'occuper d'abord des enseignants qui ont vu une revalorisation. Aujourd'hui, depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est la toute première fois que des fonctionnaires ont le 13e mois payé. Et tout ça, c'est la redistribution de la richesse. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, je ne vais pas peut-être citer parce que nous sommes tenus par une question de temps, mais il est bien clair que dans bien de domaines, tous les acteurs qui participent à la production de la richesse ivoirienne en ont reçu pour leur compte. Alors avant de revenir à plus sur Éric Balé, le ratio d'endettement par rapport au PIB recommandé se situe entre 60 et 70%. On n'a pas dépassé les 60%, il n'y a pas de feu en la demeure, estiment certains économistes et chercheurs en économie qui précisent d'ailleurs que le ratio est bien inférieur à ceux des pays développés comme la France où elle frôle les 100%. Votre commentaire? Oui, la Côte d'Ivoire se situe, si vous voulez, 38%, il y a 38% moins cher que la France. Nous sommes aujourd'hui à 53,14% de notre PIB. Et pour dire qu'on est loin des 60% et des 70% recommandés. Et comme je le disais tout à l'heure sur la question, pour dire que la dette ivoirienne est véritablement maîtrisée. Et dans cette dette-là, nous avons la dette intérieure. Il faut qu'on en parle pour ne pas que les gens... Dette intérieure qu'on ne paye pas. Justement, si j'évoque la question, laissez-moi aller donc au bout de mes idées. La dette ivoirienne, sinon la dette intérieure se situe entre 1 333 milliards de francs CFA pour un peu plus de 10 400 fournisseurs de l'État. Et donc, c'est pour dire que quand vous faites le ratio, 333 milliards pour 10 400 et quelques fournisseurs de l'État, en fonction des besoins de la répartition, vous voyez que des efforts considérables ont été faits. C'est lorsque toutes ces 10 000 entreprises et plus se mettent ensemble qu'on a l'impression que le chiffre est véritablement élevé. Mais quand on prend la dette par entreprise, elle ne représente absolument rien. C'est parce que il y a eu une volonté manifeste de payer ces entreprises-là. C'est lorsqu'on les met ensemble que le chiffre devient un peu plus important. Mais à côté de ça, la dette dont on parle tant, est-ce que la dette ne profite pas à notre économie? Parce que vous parlez d'inflation, vous parlez du PIB. Le PIB ivoirien se situe aujourd'hui à 6,5%. Et donc, c'est pour dire que nous avons le 75e rang mondial. Et quand vous étiez en 2009-2010, je pense qu'on était suffisamment très très loin dans le tableau. Il y a eu un bond véritablement affiché, un bond spectaculaire qui permet à la Côte d'Ivoire donc d'avancer et de pouvoir toujours être dans le concert des nations. Tout récemment,
dans le discours donc, du président de la République, la Côte d'Ivoire, après le Botswana et l'île Maurice, se trouve en la 3e position, selon Standard & Poor's, se trouve vraiment une économie qui se porte bien, avec des leviers très dynamiques qui vont donc porter le mieux-être des Ivoiriens. Chéric Balé, la Côte d'Ivoire se porte-t-elle bien? C'est évident qu'elle se porte mal. En tout cas, du point de vue du coût de la vie dont on est en train de parler, c'est bien d'être dans l'autosatisfaction avec de gros chiffres et tout, mais la réalité, c'est que le secteur informel occupe 90% de nos citoyens. Donc, prendre des exemples comme celui des enseignants, ce n'est pas pertinent par rapport aux réalités des Ivoiriens. Et donc, ce que j'aimerais dire, pour revenir encore sur cette question, c'est qu'on n'a pas une bonne politique de lutte contre la vie chère. Normalement, il y a une commission qui existe, qui lutte contre la concurrence et la vie chère. Oui, le Conseil national de lutte contre la vie chère. Voilà. Donc, mais il n'est pas visible parce que, justement, il n'a pas de résultat. Puisque la vie est toujours chère. Et pourquoi la vie est chère? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à cause de la mauvaise gouvernance. Et si vous permettez, j'aimerais citer 4 éléments qui sont vraiment importants, un peu plus rapidement, qui témoignent du fait qu'on n'a pas de politique de lutte contre la vie chère. Le premier élément, c'est les institutions budgétivores. Le président de la République, avant d'être président, disait qu'il pouvait gérer le pays avec 20 ministres. Aujourd'hui, on a certainement au bas mot 70 ministres. Parce qu'en dehors des ministres qui sont dans le gouvernement, on ajoute les ministres-gouverneurs, on ajoute tous ceux qu'on nomme qui ont rang de ministres, on est peut-être même à 70 ministres. Donc, tous ces postes-là, c'est pourquoi. Quand on prend par exemple les ministres-gouverneurs, vous avez dans une région, le préfet de région, le conseil régional, qui déjà travaille pour le développement des régions. Le ministre-gouverneur vient avec des milliards et ceux-là même, il faut qu'ils nous dressent leur bilan. Parce que quand nous, on dit qu'on ne voit pas leur utilité, là, il faut qu'ils nous prouvent qu'ils travaillent réellement. Ensuite, on a le Sénat. Jusqu'à présent, on fonctionnait tranquillement avec l'Assemblée nationale. Le Sénat est venu s'ajouter. Le haut représentant du président de la République, lui-même, on ne sait même pas à quoi il sert. Parce que dans la Constitution, on a un vice-président. On vient encore ajouter un haut représentant. Donc ça, c'est pour ne citer que ces 3-là par rapport aux institutions budgétivores. Maintenant, le ministre du Commerce qui a en charge la politique de lutte contre la vie chère, lui-même, il prend des décisions sans respecter un minimum de démarches. Par exemple, on annonce par exemple qu'on va plafonner les prix. Mais on le fait sans consulter les commerçants. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir comment c'est ridicule. Et c'est pour ça que ça ne prend pas, parce que sur le terrain, ce n'est pas applicable. Le sac de sucre blanc, 50 kilos font 56 000. Quand vous divisez 56 000 par 50 kilos, ça fait 1120 francs. Et puis on vous dit qu'on plafonne le kilo du sucre à 950 francs. Bon, le commerçant, là, lui, il vend pour faire quoi? Pour distribuer des trucs aux gens ou quoi? Ça, c'est le deuxième point. Donc, il y a une mauvaise approche du ministère du Commerce quant à la fixation des prix qu'on voudrait plafonner. Maintenant, le racket, ça aussi, il faut qu'on en parle. Le racket doit être absolument jugulé parce que les commerçants de vivriers, là, déjà, elles ont des problèmes même pour faire sortir leurs marchandises parce que le ministère de l'entretien routier n'entretient pas les pistes rurales. Peut-être qu'ils vont dire qu'eux, ils travaillent en ville. Mais dans la filière café-cacao, là, il y a le conseil café-cacao qui est censé avoir les moyens. Tout ça, là, on prélève ça sur le prix du cacao pour entretenir les pistes rurales. Donc déjà, elles ont des problèmes de transport. Mais dans le transport maintenant, des zones de production à la ville, il y a beaucoup de barrages. Et il y a des barrages même qui ne sont pas officiels. Donc tout ça, quand les commerçants ajoutent ça à leur coût, ça rend les produits chers. Merci. Maintenant, non, je n'ai pas fini. Je vous donne 30 secondes. D'accord. Allez-y. Récemment, le district a demandé que les charretiers arrêtent avec leurs activités. Moi, je pense qu'on aurait pu peut-être
circonscrire leur circuit pour ne pas qu'ils fréquentent peut-être les grandes artères. Mais ce sont des personnes qui sont importantes aussi dans le transport des produits sur les marchés. Quand on supprime leur activité, non seulement on fait des chômeurs, mais ça aussi, ça aura une répercussion sur le coût de la vie. Maintenant, j'avais parlé aussi du monopole qui ne devrait pas exister. Donc vraiment, la cherté de la vie est beaucoup plus une question d'insuffisance de politique en matière de vie chère. Alors, dernière question, Eric Bayala. Pour Pulchérik Balé, il n'y a pas que la dette ivoirienne qui contribue en tout cas à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Il a cité plusieurs facteurs. Est-ce qu'il existe des mécanismes en Côte d'Ivoire pour lutter contre l'inflation? Bien sûr, il existe des mécanismes pour lutter. Et je pense que quand on parle de cherté de la vie, les économistes mettent en émoi deux notions, le revenu et le prix général, si vous voulez, sur le marché. Et donc, c'est pour pouvoir permettre aux Ivoiriens de vivre mieux que tout à l'heure, nous avons parlé de la redistribution des richesses où le président de la République a vu à la hausse les salaires des fonctionnaires. Pour ce qui est du secteur informel, il y a les allègements fiscaux qui sont faits. Il y a des mécanismes qui permettent aux entreprises, si vous voulez, de pouvoir véritablement supporter les coûts de la fiscalité. Et tout ça pour réduire la cherté de la vie. Mais en même temps, il y a le comportement aussi également des Ivoiriens. Il ne faut pas tout renvoyer à l'État. L'un des problèmes, j'allais dire, fondamentaux, c'est que la terre ici, en Côte d'Ivoire, n'appartient pas à l'État, mais appartient aux familles. Et il y a dans un passé récent, à la périphérie d'Abidjan, il y avait des cultures de maraîchers, tout et tout, qui permettaient, si vous voulez, d'approvisionner. Mais aujourd'hui, à cause du phénomène de l'urbanisation, des plantations tout entières sont dévastées, morcelées et vendues pour que les uns et les autres puissent acheter, pour pouvoir peut-être construire ou bien créer de l'habitat, tout et tout. Mais en même temps, si pour approvisionner le marché, les femmes du vivrier peut-être pourraient se déplacer à 10 ou 5 km à la périphérie d'Abidjan pour trouver ce qu'il y avait comme oignons, tomates, salades et tout, elles sont obligées de parcourir plus de 30 à 50 km. Donc d'abord, il y a une incidence sur le transport. Dans le comportement, nous sommes devenus une société plus de consommation que de production. C'est ça, parce que si vous consommez plus que vous n'en produisez, mais naturellement, il aura une incidence sur le coût. Mais plus rapidement, quels sont les mécanismes qui existent en 30 secondes? Bon, les mécanismes qui existent, c'est ce que j'ai évoqué, entre autres. Ça pour dire d'abord, il y a d'abord l'incitation, si vous voulez, parce que hier, quand on parlait du retour à la terre, les gens ont pensé que c'était une insulte. C'était certainement pour quelqu'un qui a échoué en ville et qu'on lui trouvait peut-être, on lui demandait d'aller au village. Mais bien au contraire, le retour à la terre aujourd'hui, dans les pays un peu plus nantis que le nôtre, cultiver la terre est une fonction respectable et qui nourrit son homme. Et donc plus nous allons nous y mettre pour, au niveau de relever, si vous voulez, notre taux de production, vous allez voir que nous allons arriver à juguler, si vous voulez, la cherté de la vie. Et c'est pour cela d'ailleurs que le ministère de l'Agriculture, avec le programme qui est en train d'être mis en place sous l'impulsion du président de la République, qui permet non seulement de rouvrir des lycées professionnels pour pouvoir trouver donc, de la main-d'œuvre qualifiée à cet effet, mais également avec le niveau de production nationale du riz à travers une politique qui est bien encadrée et mise en place. Et toutes ces choses-là, in fine, vont permettre donc d'amoindrir de façon substantielle et progressivement nous permettent donc de juguler le coût de la vie. Naturellement, quand vous avez des citoyens qui ont un goût au luxe, il ne va pas savoir dire qu'il faut véritablement savoir qu'il y a une incidence sur le niveau de vie. Merci, M. Eric Bayala. Bien avant le carton rouge et les chiffres du jour, dans quelques instants, nous avons tendu notre micro aux Ivoiriens. Est-ce que la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire est l'une des causes de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire? Regardez, on revient juste après. Puisque le président, dans son discours récemment, il a dit que nous sommes endettés. Quelle que soit la forme de la dette, c'est une dette tout de même. Une dette, on l'emprunte avec des intérêts. Et pour la rembourser, il faut prendre des mesures, des réformes pour pouvoir la rembourser aisément. Donc, parmi ces réformes-là, on peut, par exemple, décider, par exemple, de prélever des impôts, augmenter un peu les impôts sur les maisons, ou bien sûr des produits, des denrées alimentaires pour que ça régénère des fonds
et que ces fonds-là soient utilisés pour le remboursement de la dette. Plus la vie est chère, d'abord, ça freine d'abord les activités de façon quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, pour un sac de riz qui était au moins à 11 000, à 12 000, aujourd'hui, ça passe à 25 000. Il faut d'abord travailler pour avoir de l'argent. Donc, normalement, il n'y a pas de création d'emplois pour qu'on puisse travailler normalement pour avoir de l'argent. Et encore, on augmente les charges. Donc, on fait comment pour faire ces achats s'il n'y a pas d'emploi créé et puis travailler pour avoir de l'argent. Parce que l'argent, ça se gagne. Parce que je sache, il faut travailler pour avoir de l'argent. Mais si on ne crée pas des emplois pour qu'on puisse travailler, qu'on augmente simplement que les charges, tu vois que je crois bien qu'il y a un défaut. Je prends un exemple, par exemple, sur le marché, tout a augmenté. Et la seule chose qui n'augmente pas, c'est seulement les salaires. Les salaires n'augmentent jamais. On nous met sur le SMIC qui est, je crois, à 75 000 francs. Mais aujourd'hui, pour avoir une maison décente, il faut au moins 60 000, 70 000 francs. Donc, si tout est cher là, comment est-ce que le mec salaire là peut suffire? Ça ne peut même pas suffire à quelque chose. Même le transport te coûte environ 75 000 dans le mois. Tu touches 100 000 francs dans le mois. Comment tu vas pouvoir subvenir aux besoins de tes enfants? Donc, je pense que la cherté de la vie est à la base de toutes nos dettes. Tout le monde serait au service. Et plus tout le monde est au service, chacun aura ce qu'il a comme moyen pour pouvoir aussi faire subvenir à ses besoins. Voilà. Parce on pleure parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'on ne travaille pas. Il y a trop de chômage. Non seulement il y a chômage et puis on augmente les chômeurs. C'est comme c'est rien. Non seulement le chômage est élevé et puis les prix aussi des produits sont élevés. Mais il faut travailler pour avoir de l'argent pour pouvoir subvenir au prix des produits. Donc s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas achat. Voilà, nous sommes maintenant dans votre rubrique Le Carton Rouge, rubrique dans laquelle nos consultants font à tout drôle chaque jour un coup de gueule sur des sujets qui leur tiennent à cœur, pourquoi pas. Alors nous commençons bien sûr avec Eric Bayala, votre carton rouge du jour. Mon carton rouge va à l'endroit des autorités du district d'Abidjan. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour que la Côte d'Ivoire soit, surtout Abidjan principalement, soit une grande ville. Mais malheureusement, nous avons su à tous les coins de rue les mendiants qui participent même à certains endroits à un ralentissement, si vous voulez, au niveau du trafic routier. Que tout soit fait pour que ces mendiants-là arrêtent de ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Et vous arrivez, on toque même à la vitre de votre véhicule pour vous exiger de donner de l'argent. Et le plus souvent, ce sont des enfants de rien du tout. En ces temps de pluie, avec tous ces risques que ça comporte, vraiment, ça ne fait pas beau pour la Côte d'Ivoire. Il faut que l'État se penche sur cette question et on règle cette question-là définitivement. Parce que dans les autres capitales, vous ne verrez pas ça. Et pourquoi? Parce que ça se fait seulement qu'en Côte d'Ivoire. Alors, c'était le carton rouge de Eric Bayala. La mendicité sous toutes ses formes est interdite en Abidjan, par les districts autonomes d'Abidjan. Malgré ce fait, le phénomène persiste. Puis Eric Bayala. 30 secondes. 30 secondes, d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est un problème qui est général à tous les secteurs pratiquement. En Côte d'Ivoire, nous prenons de bonnes décisions. Et justement, le 17 mai 2024, le district d'Abidjan a pris une mesure contre ces mendiants. Mais ça persiste parce qu'on ne prend pas les dispositions qu'il faut pour que les bonnes mesures puissent s'appliquer. Donc, voilà. Voilà, maintenant à vous l'antenne, nos téléspectateurs vous regardent. Quel est votre carton rouge du jour? Mon carton rouge va à l'endroit du ministère en charge de l'assainissement par rapport aux inondations. Parce que les inondations ne sont pas un phénomène nouveau. Et chaque année, la situation est pire que la précédente. Alors que nous avons le ministère de l'assainissement, nous avons l'Office national de l'assainissement et du drainage. Moi, je pense que si on voulait vraiment que cette situation s'améliore, en saison sèche, on prendrait toutes les dispositions pour traiter les causes de ces inondations. Merci. Eric Bayala, réaction, 30 secondes sur ce sujet. Oui, effectivement, c'est vrai que pour ces inondations, on a tous déploré tout ce qui arrive. Mais il ne faut pas déjà jeter forcément la carte sur l'État. Il y a le comportement même des Ivoiriens. Vous voyez,
quand dans nos vécus de tous les jours, on se débarrasse de nos ordures dans les caniveaux, on a les déchets solides, au lieu de les mettre dans les poubelles, on les met dans les caniveaux, mais naturellement, sinon vous savez partout à Abidjan que les caniveaux sont curés de façon régulière. Mais c'est le mal curé. On dépose au bord, ça retombe dedans. Non. Et il y a des quartiers même où il n'y a même pas de bac à ordures. Une chose est sûre, les caniveaux sont curés et le comportement des citoyens en a beaucoup. Ça, il faut le reconnaître. Oui, il y en a qui se comportent mal, effectivement. Mais personne ne peut dire qu'aujourd'hui, le fait des inondations, c'est une bonne chose, parce qu'il s'agit des questions de vie humaine. Mais en même temps, il faut que le comportement des citoyens puisse encourager pour qu'à l'occasion, on ne dise plus que c'est vrai, l'État fait son travail, mais les citoyens ne suivent pas. Nous voulons qu'au prochain rendez-vous, on puisse dire exclusivement qu'il appartient à l'État de curer les caniveaux et de prendre toutes les dispositions parce que les Ivoiriens ont commencé à comprendre que la place de l'ordure, ce n'est pas dans le caniveau, mais c'est dans une poubelle. Voilà, nous sommes dans la dernière rubrique de cette émission. On revient juste après ceci. Le chiffre du jour, c'est 1. Qu'est-ce que ça vous dit? Indice politique ivoirienne. C'est quoi, 1? Oui, 1. Le chiffre 1. Ah ben, le chiffre 1, ça peut dire effectivement que le RHDP est le premier parti politique en Côte d'Ivoire. Non, le chiffre du jour 1, c'est bien sûr le samedi 22 juin 2024 à la mythique place Charles Boza d'Envahi de Soubré. Les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDC-RDA, se sont rassemblés en masse à l'appel de leur président, le numéro 1 du parti, Tidiane Thiam. Cet événement est solennel et marque également le premier meeting de Thiam depuis son élection à la présidence du parti. Alors, plus rapidement, Eric Bayala, réaction sur la sortie de Thiam à Soubré. Oui, en fait, il n'y a vraiment rien à dire, mais quelque chose qui soit extraordinaire. En tant que leader de parti politique, faire un meeting... Mais c'est une première. Mais je suis, il fallait que ça commence un jour. Et je pense que ça a commencé le samedi dernier. Nous lui souhaitons bon vent, que cela continue. Il est dans son rôle d'animer son parti, parce qu'il n'a pas été élu pour rester seulement que dans les bureaux ou bien au siège du parti. Il faut qu'il aille à la rencontre des militants, aller peut-être les motiver, dérouler son programme, qu'est-ce qu'il entend faire du PDCI. Il a à l'épreuve du terrain. On lui souhaite bon vent, mais en même temps, qu'il sache que le terrain a ses exigences. Alors, puis Chéric Balé, vous qui dénoncez la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est encore une nouvelle fois l'expression de la démocratie. Le PDCI s'est réuni dans la Nawa. Oui. En tout cas, moi, je pense que c'est une très bonne chose et ça a montré la vitalité de ce parti qui est encore présent sur le terrain. La mobilisation a été très grande parce que récemment, on a vu des partis qui ont essayé de réunir avec beaucoup de difficultés les Ivoiriens. Donc moi, je pense qu'on doit féliciter le président Thiam puisque c'est sa première sortie véritablement sur le terrain. Et voilà, ça montre que le PDCI est toujours fort. Dernière question pour vous. Pourquoi, comment vous expliquez le choix de la région de la Nawa? Bon, le choix de la région de la Nawa, je ne suis vraiment pas peut-être membre du PDCI, mais ce que je peux dire, c'est que pour celui qui connaît la cartographie politique de la Côte d'Ivoire, il y a des endroits où certains partis ont plus de militants. Et vous savez que la Nawa a toujours été, avant d'être, si vous voulez, repris par le RHDP, c'était la base de Charles Boza d'Envahi, qui était vraiment une grande figure du PDCI RDA. Et aujourd'hui, Thiam Ani allant à la mort, après donc, le décès du président Bédié, c'est pour donner, si vous voulez, un signal de résurrection de son parti pour dire que c'est vrai que les dévanciers ne sont plus, mais il y a la renaissance. Et donc, il va à la conquête de ses militants à Soubré. Mais ce qu'il ne faut pas confondre, il y a la majorité affective qui est différente de la majorité élective. Et donc, aujourd'hui, on a vu certainement du beau monde, mais en même temps, c'est une région qui, selon les statistiques politiques, appartient aujourd'hui au RHDP. Alors, dernière question pour vous, plus Chéric Balé. Est-ce qu'aujourd'hui, société civile, vous avez de l'espoir avec Tidiane Thiam? Bon, ce n'est pas à nous d'avoir de l'espoir avec Tidiane Thiam. Nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment chaque parti puisse présenter son candidat et, je le répète,
que les conditions d'organisation des élections soient assainies pour que le choix du peuple puisse primer. Donc, on ne place pas notre espoir en un candidat ou en un tel autre, mais dans le système électoral. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Je rappelle également que ce sujet sur, en tout cas, le meeting de Tidantiam dans la région de la Nawa fera, en tout cas, l'un des sujets de l'émission de demain à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV. Nos différents analystes seront sur ce plateau. Merci à vous, plus cher Iqbalé, d'avoir été présente ce soir également. Merci à vous également, monsieur Eric Bayala. Je rappelle que vous êtes journaliste et consultant sur l'émission. Puis Cherik Balé, présidente de l'organisation de la société civile alternative citoyenne ivoirienne. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à suivre cette émission sur les antennes de Reflet TV. Je rappelle, la rediffusion, c'est bien sûr le lendemain à partir de 10h18. Vous pouvez retrouver également cette émission sur nos différents canaux, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Reflet TV, ou sur notre site internet www.reflet.tv. Portez-vous bien. Bonsoir.